8h13 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, votre invitée, Judicaël Hirel, journaliste au Figaro. Et auteur de ce livre, Concorde rouge, dans la peau d'une victime d'agression, cherche midi. Bonjour à vous, Judicaël Hirel. Bonjour. Il y a 5 ans, vous avez vécu une terrible épreuve que vous relatez dans ce livre. Une épreuve aux multiples conséquences. Je vais devoir vous la faire raconter de nouveau. Tout s'est passé un soir de novembre 2017 au départ. C'est une journée comme une autre, après une journée de travail en réalité. Racontez-nous. Oui, c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui finalement. Vous rentrez du travail dans les transports en commun. En l'occurrence, à Paris, c'est par le métro. C'est un trajet que j'ai dû faire des milliers de fois dans ma vie. Il est 19h30, donc c'est pas le milieu de la nuit ou l'aube. C'est une heure assez fréquentée, voire l'heure de pointe. Et je suis dans une rame de métro. Il n'y a pas trop de monde. Et arrivé à la station Concorde, qui est vraiment au centre de Paris pour les correspondances, je vois dans la rame où je me trouve un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main, pas l'air très très frais, pas très en forme. Et quand on arrive à la station où je descendais, il descend devant moi, je descends derrière lui, et une jeune femme descend devant nous. Et cette jeune femme monte l'escalier, lui il la suit et ostensiblement la regarde, et il n'y a pas d'autre mot, lui met une grande main aux fesses dans l'escalier. Évidemment, elle enlève ses écouteurs, elle se retourne outrée en lui demandant, lui demandant ce qui se passait. Et il commence à s'embrouiller, il n'y a pas d'autre mot, en haut de cet escalier. C'est malheureusement ce qui peut arriver très facilement dans le métro à une femme qui n'a rien demandé, qui est rentrée juste chez elle. Et voyant ça, je me suis dit que vu le profil de ce jeune homme qui était de toute façon à la base ivre et qui en plus agressait comme ça sans réflexion, ça allait mal se passer, mal se finir pour elle. Donc je suis juste intervenu pour, entre guillemets, l'exfiltrer calmement en disant à ce type: vous savez très bien ce que vous avez fait, on va en rester là, merci, au revoir. Il a évidemment immédiatement proposé de se battre, parce que c'était un peu ce qu'il cherchait dans son esprit en se mettant en garde, ce que j'ai décliné, et on est parti avec cette jeune femme. Puis voilà, c'est un long couloir qui traverse sous la place de la Concorde, qui étonnamment était très désert à cette heure-là. Il n'y a même pas le groupe de musique habituel qui crée l'ambiance. Et je me suis dit, bon, c'est fini, encore un imbécile qui a agressé une femme, et puis restons-en là, je vais chercher ma carte de visite si elle veut porter plainte, et on passe à autre chose. Et malheureusement, ce que je savais pas, c'est qu'il nous avait doublé en nous insultant, il avait disparu, je pensais qu'il était parti. Ce que je savais pas, c'est qu'il était embusqué dans un couloir latéral. Il avait enfilé sa capuche, il était revenu derrière moi, et il avait littéralement sauté derrière moi en me portant un grand coup à la tempe avec sa bouteille et son poing pour m'exploser la tempe. Donc j'ai vu rouge, j'ai vu noir, et j'ai plus rien vu du tout parce que j'étais KO. Et quand on meurt, on est dernier au courant apparemment. Et après, il m'a explosé la tête, il n'y a pas d'autre mot, à coups de pied, et la volonté était clairement de me tuer parce que j'avais vexé, tout simplement. 14 fractures au visage, mâchoire brisée, broyée en plusieurs endroits, dents cassées, nez explosé, en miettes. Pour les chirurgiens, vous êtes un peu un miraculé, un coup de pied de plus et c'en était fini. Oui, j'ai eu la chance d'avoir, pour un breton, une tête qui n'était pas si dure que ça. Donc elle s'est émiettée au lieu de se briser, ce qui fait que je suis encore là pour en parler. Donc tous les os du visage s'étaient émiettés. Et quand je me suis rendu aux urgences maxillofaciales, on apprend des nouveaux mots quand on devient une victime, donc notamment maxillofaciale. Ils m'ont dit, mais s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Donc de l'extérieur, je pensais, on sous-estime toujours les choses, que j'avais le nez cassé. Voilà, j'ai pris un coup de poing. Et en fait, l'ensemble des os s'était émietté en dessous de la peau. Ouais. Ce qui est incroyable, on va continuer à en parler puisque ce livre nous amène très loin dans la réflexion sur notre société, Judicaël Hirel, c'est que je pense que nos auditeurs écoutent le sourire dans votre voix et nous, avec Lionel, on voit votre regard rieur, c'est-à-dire que nous allons parler d'un terrible événement qui a eu des conséquences très lourdes dans votre vie et je vois votre regard qui pétille ce matin malgré tout. Moi, j'ai tout pour être heureux, et tous les matins, je me réveille en me disant, mais en fait, je suis vivant. J'ai rajouté une dose de positif dans le quotidien. Chaque jour, j'apprécie plus ce qui m'arrive. J'ai marié mon aîné, malheureusement, j'ai enterré mon père, je vais bientôt être grand-père, tout ça, je le vis. Et à chaque fois, il y a cette petite touche amère derrière qui me rappelle que je pourrais ne pas être là pour en profiter. Et donc, je le savoure 2 fois plus au quotidien. Je suis heureux, j'ai de la chance, je peux travailler, j'ai pas de séquelles qui m'empêchent, qui me handicapent entièrement. Et je suis dans la position, en plus, en tant que journaliste, de pouvoir parler en tant que victime. Parce qu'il voulait vous tuer, parce qu'il était en colère, parce que vous l'avez empêché d'agresser une femme. Le fond de toute cette affaire, de ce terrible événement, c'est une colère qui débouche sur une violence totalement désinhibée. Ah oui, entièrement, oui. On parlait ces jours-ci de décivilisation, mais c'est l'archétype de la décivilisation. On a dans des agressions violentes, gratuites, soudaines, explosives, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai malheureusement l'impression, quand je regarde tous les témoignages que j'ai reçus depuis mon agression, et Dieu sait si j'en ai reçu des centaines, que ça ne va pas vraiment s'arrangeant. Et notamment pour les femmes qui sont vraiment en première ligne de ces agressions et dans les transports en commun en général. Vous ne voulez pas être considéré comme un héros. Comment appelle-t-on alors, Judicaël Hirel, une personne qui empêche une autre d'être agressée, violentée et qui lui sauve aussi
la vie, même si on va raconter que vous vous êtes peut-être sauvé mutuellement la vie. Oui, je pense, oui. Moi, j'appelle ça un citoyen, tout simplement. Je suis un petit peu primaire, mais c'est une des choses qui m'avait mise en colère et qui m'ont fait écrire ce livre. C'est qu'on m'a remis une médaille pour ça, la médaille pour acte de courage et de dévouement, qui généralement est remise à un pompier qui va sauver des gens des flammes ou à un policier qui va sauver la vie d'une personne. Et moi, on m'a remis une médaille pour m'être arrêté dans le métro et avoir parlé 30 secondes et m'être fait casser la figure. C'est un peu paradoxal. J'appelle pas ça être un héros, ou alors il va falloir revoir la définition très légèrement. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on m'a dit, on va être en médaille, mais vous savez, personne n'intervient jamais. Cette phrase, elle vous a vraiment mis Elle en me hante colère. toujours. Je me dis, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut avoir autre chose à faire que de se soucier de son prochain? Je me rappelle d'un vieux slogan publicitaire d'une association humanitaire qui disait: il appartient à chacun de penser à tous. Et là, dans cette logique de décivilisation, finalement, c'est ces petites miettes qu'on est chargé chacun de mettre, sans attendre que ça soit les autres qui le fassent pour nous. On va en parler de ces miettes parce qu'elles constituent un chemin de lumière dans votre livre Concorde rouge aux éditions Le Cherche Midi. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir ce soir-là? En une fraction de seconde ou demi-seconde, vous avez fait votre choix ou alors il n'y avait pas de choix? C'était une évidence, un réflexe. C'est vraiment un réflexe, en fait, c'est inconscient. J'en parlais encore avec quelqu'un qui se posait cette question à cause de ce livre hier. Et je dis, mais moi, je ne sais pas si je le ferai. Je dis, mais quand on y est, on ne se pose pas la question. On agit ou on n'agit pas, mais le cerveau décide pour nous. Moi, je ne me rappelle pas du tout avoir pris une décision. J'ai juste agi en me disant, si je n'interviens pas, ça va mal tourner. Si on peut Pourtant, éviter, c'est mieux. parfois la réalité est autre. Et d'ailleurs, cette phrase que vous avez citée, elle est terrible mais vraie quand on vous a dit, vous savez, d'habitude, personne n'intervient jamais. Il y a une part de réalité dans cette phrase. Il y a Elle une est part de- terrible, Oui, oui, mais il y a une part de réalité. c'est Mais lucide. en même temps, je la comprends très bien. La Personne peur. n'a envie de se prendre un mauvais coup. En l'occurrence, je suis presque le contre-exemple de ce que j'affirme, puisque j'ai été gravement blessé. Mais ça arrive une fois. J'ai dû intervenir 10 fois, comme ça, sans jamais vouloir me battre, très calmement, parce qu'il ne faut pas rajouter je dirais, la testostérone à la testostérone. Mais normalement, ça se passe bien. Si on est plusieurs à intervenir calmement pour dire maintenant, ça suffit, ça se passe bien. Si personne n'intervient ou qu'une personne intervient simplement, parfois, ça finit mal. Mais essayez. Vous avez sauvé la vie à cette femme. Vous pouvez nous raconter comment elle aussi vous a sauvé la vie? C'est aussi la suite de cette terrible agression. Elle va se pencher sur vous, elle va vous protéger également des derniers coups qui auraient pu être fatals. Alors moi, j'estime que peut-être que j'ai évité qu'elle se fasse frapper, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle, elle m'a sûrement sauvé la vie sans s'en rendre compte. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a effectivement dit un ou deux coups de pied de plus dans la tête et vous étiez mort. Et j'ai appris, en la revoyant beaucoup plus tard, que cette jeune femme que j'avais assistée quelques secondes plus tôt, quand on m'a frappé, s'est couchée sur moi pour me protéger, s'est pris des coups de pied à ma place et à la place de ma tête, en hurlant pour appeler au secours, parce qu'évidemment personne n'est venu là non plus, et que c'est finalement ce qui a fait fuir ce type et qui l'a empêché de m'achever. Donc la véritable héroïne, c'est elle, et les héroïnes au quotidien, c'est les femmes qui sont harcelées dans les métros en permanence. Vous en voulez à ces gens qui ne sont pas venus? On les comprend, vous les comprenez, c'est ce que vous racontez, la peur, tout cela, mais est-ce qu'il y a quelque part un sentiment quand même de se dire mais pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi ils ne m'ont pas aidé? Ils ne nous ont pas aidés? Non, c'est chacun avec sa conscience. Ah mais c'est J'ai pas... terrible cette phrase que vous dites, chacun avec sa conscience, c'est-à-dire que Non, mais j'ai pas non plus envie de consacrer de l'énergie au fait d'en vouloir à quelqu'un ou de haïr quelqu'un. Même mon agresseur, je lui en veux pas. Il est comme il est. Évidemment, je lui souhaite pas le meilleur et je regrette qu'on l'ait pas retrouvé. Mais c'est pas la peine d'en vouloir aux gens pour leur comportement. Après un moment, on peut toujours changer. Il y a toujours une possibilité d'espérance et de rédemption. C'est pas impossible que la prochaine fois, ceux qui ont vu ça se disent tiens, finalement, j'interviendrai. Si ce livre sert à ça, que quelques personnes se disent là, il faut que j'intervienne, ben, ça serait une bonne chose. peut-être qu'ils vont changer. En tout cas, vous n'allez pas changer. Et j'allais dire tant mieux, parce que lors de votre audition au tribunal de Paris, après cette agression, audition en vue, je le précise, du passage en commission d'indemnisation des victimes d'infractions, on vous a demandé, est-ce que vous referiez la même chose dans les mêmes circonstances? Qu'avez-vous répondu? Ah, j'ai répondu sans hésiter que oui, je referais exactement la même chose dans les mêmes circonstances, ce qui est un petit peu égoïste pour mes proches parce qu'ils ont vécu une épreuve qui était franchement très très difficile, mais moi comme je suis inconscient, je l'ai moins vécu qu'eux. Quand on est à l'intérieur, on se protège en se disant bon finalement ça va pas si mal Vous que pensez ça. que c'est de l'inconscience seulement? Je pense que l'inconscience protège. C'est un petit peu comme une poêle Tefal, vous voyez, ça accroche pas trop. Donc quand c'est positif, finalement, ça accroche moins que ce qu'il faudrait. Et quand c'est négatif, ça glisse. Et du coup, je prends ça comme une inconscience protectrice, on va dire. Vous avez évoqué le mot tout à l'heure de vous-même de décivilisation. Le président de la République en a parlé après les drames des derniers jours entre les policiers et les jeunes policiers tués dans un accident avec un conducteur alcoolisé et sous stupéfiants, et puis l'infirmière poignardée à Reims. Le diagnostic est lucide. Là, je pose plus la question peut-être aux journalistes. Est-ce que vous avez vécu aussi, ou alors ce sont des mots qui paraissent abstraits quand on est vraiment victime?
Je trouve que le mot est bien trouvé. Je trouve en revanche que c'est pas une nouveauté, parce que moi, vous voyez, les faits étaient il y a plus de 5 ans, et qu'en fait, c'est un tas de petites choses qui s'accumulent et qui sont peut-être en train de cristalliser à l'heure actuelle, mais qui étaient déjà là. Quand, prenons un exemple concret, quand la RATP ne prend pas le temps de rappeler une victime d'agression pour savoir comment elle va, c'est un petit bout des civilisations. Quand on peut pas avoir une expertise judiciaire parce que les experts vous disent ah ben non, je suis pas assez payé ou trop tard par le ministère de la Justice, c'est encore un petit bout qui rajoute à la difficulté des victimes. Quand toutes les femmes viennent vous dire j'ai peur de prendre les transports en commun tous les jours. Alors je fais attention à ma tenue, je fais attention à ne pas mettre des talons, je regarde par terre, je prends le vélo ou la voiture pour éviter de prendre les transports. On a un vrai problème de décivilisation, effectivement. Comment la victime que vous êtes juge le système judiciaire de l'intérieur? Ça rajoute à la douleur, parce qu'en fait, ça prolonge le parcours de victime, où on ne peut pas mettre l'affaire derrière soi en disant affaire classée, maintenant je peux avancer dans la vie. Votre dossier reste ouvert. C'est pas un cold case, mais il n'est pas entièrement refermé parce qu'il va manquer un papier, il va manquer une paperasse, il va manquer quelque chose. Et puis surtout, si vous n'êtes pas bien accompagné, moi j'avais la chance d'avoir une famille, des proches et même un avocat, vous êtes tout seul. Chaque année, il y a plus de 130 000 victimes d'agressions dans les transports en commun, ce qui est quand même pas mal. Hein. Ça fait, si on divise, ça fait 350 par jour, soit c'est un train ou un avion, si on prend. Simplement, c'est pas un effet de masse, c'est une plus une plus une. Et quand on est victime, on est toujours tout seul, en fait. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que le statut de victime passe derrière celui de... Parfois, il y a certains qui disent que la victime est quasiment oubliée dans ce système-là. C'est moins sexy une victime, je pense. Je suis un des premiers à écouter les émissions de Christophe Ondelat, c'est super d'entendre parler des assassins, des agresseurs, tout ça. Mais finalement, la victime, c'est moins sexy, on n'est pas très intéressant, on va se plaindre, on va pas très bien. Non, je pense pas qu'on en parle beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce livre, c'est parce que j'étais agacé, soyons sincères, par l'ambiance de communication totale qu'il y a à l'heure actuelle, cette saturation du champ médiatique, comme on appelle ça en communication politique. Vous avez tous ces ministres qui viennent chez vous aussi pour dérouler leur plan de communication, leurs éléments de langage que nous, journalistes, sommes priés de reprendre. Et là, toutes les antennes sont prises en même temps. Et en écoutant tout ça tous les jours, en écoutant aussi les débats de la dernière présidentielle, je me dis, mais en fait, il manque les victimes. Je n'ai pas entendu parler des victimes. Mais pardonnez-moi, ce sursaut, ce déclic, cette compréhension-là, vous l'avez eu parce que vous êtes vous-même victime, vous étiez journaliste, vous traitiez de ces sujets comme nous le faisons quasiment quotidiennement ou régulièrement. C'est en touchant du doigt malheureusement ce statut de victime que vous l'avez compris? Exactement. En fait, la prise de conscience, c'est vraiment de devenir une victime, parce qu'on rentre dans un monde parallèle. On est une victime, on le reste, et on le reste ad vitam. Et en tant qu'individu et journaliste lambda jusque-là, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Pas plus que du fait que les femmes avaient peur au quotidien. Je ne m'étais pas rendu compte avant cette agression. Quand on devient victime, le regard change. On repasse parfois, je dirais, plusieurs fois dans la journée en mode victime, quand on voit quelque chose, quand on entend un fait divers, et puis on revient dans le mode normal le reste du temps. C'est un peu une double vie. Et le délinquant, il est toujours en liberté, il n'a jamais été retrouvé. C'est mon seul regret, effectivement. On m'a proposé de l'identifier dans les fichiers de la police, je ne l'ai pas reconnu, donc il était peut-être pas fiché. Il est toujours en liberté, alors qu'en 5 minutes, il a agressé une jeune femme, qu'il a voulu me tuer, et puis voilà. Et ça, c'est mon vrai regret. Il vous arrive de repasser, Judicaël Hirel, par la station Concorde, j'imagine, Tous les peut-être jours. pas en Tous les reprenant jours. le même couloir, le même chemin? Oui, oui, c'est une sorte de pèlerinage. D'ailleurs, c'est amusant parce que Pèlerinage. maintenant, il y a une borne d'appel sur le bord du mur en cas d'agression. Quasiment à l'endroit où j'ai failli me faire tuer. Vous êtes aujourd'hui une sorte de, je mets beaucoup de guillemets, de gueule cassée avec des séquelles invisibles à l'œil nu, mais pour vous, j'imagine, bien visibles. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin en vous regardant? Je suis le seul à voir les différences, c'est l'avantage. Donc je me dis qu'on a un très bon hôpital public en France, qu'on a d'excellents chirurgiens, que j'ai été très bien soigné, que c'est miraculeux d'être aussi invisible. J'ai finalement gagné à 45 ans un lifting et un nouveau-né. Il y a d'autres méthodes plus indolores pour le faire, mais c'est quand même pas mal. Il y a toujours de l'humour, hein. Malgré C'est pas interdit. toute la noirceur dont on est en train de parler, il y a toujours de l'humour. Vu le contexte un petit peu anxiogène actuel, c'est pas interdit de sourire, je pense. Pourtant, il y a beaucoup de colère dans votre livre. Est-ce que c'est le livre d'un homme en colère? Je pense qu'un livre, ça fait du bien d'abord à celui qui l'écrit. Moi, ça m'a fait du bien de poser des mots sur les mots MAUX. Et après, il y avait des colères qu'il fallait sortir, mais après, l'intérêt, c'est surtout de trouver des réponses à ces colères. Donc, si le livre, maintenant qu'il est sorti, aide à faire bouger 2-3 petites choses pour les victimes, pour leur simplifier la vie, parce qu'on n'aura pas pu éviter qu'elles deviennent victimes, je me dirais qu'elle a servi à quelque chose et qu'il y aurait du positif à sortir du négatif. Concorde Rouge, ça fait évidemment référence à la station Concorde où vous êtes fait agresser. Moi, j'y ai vu aussi la Concorde, peut-être à la fin, c'est-à-dire une recherche justement de l'inverse de la décivilisation. La Concorde, vous y croyez malgré tout ce que vous avez vécu, Oui, j'y crois absolument. malgré cet agresseur qui ne vous a pas considéré comme un être humain? Non, mais c'est sa vie, c'est son mode de pensée, c'est son prisme sur la société. Il voit la vie comme ça. Je suis désolé pour lui. Je n'ai pas non plus être contaminé par sa façon de voir les choses. Je suis scandaleusement positif jusqu'à ce que mort s'en suive.
Judicaël Hirel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui pour conclure? Sincèrement, rien. J'ai déjà tout, je suis très heureux. Il faudrait que le bonheur soit contagieux, tout simplement. Ce serait bien d'avoir tous les matins des invités comme vous, malgré cette terrible épreuve. J'invite vraiment nos auditeurs à lire cet ouvrage et même à le penser, Concorde rouge, dans la peau d'une victime d'agression. On se pose à chaque page cette question. Et nous, qu'aurions-nous fait ce jour-là, ce soir-là? Merci. Merci.